Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, on va plonger dans l'affaire de la disparition de Suzanne Lyall. Et c'est un vrai casse-tête. Suzanne, jeune étudiante passionnée d'informatique, disparaît du campus de l'Université d'État de New York le 2 mars 1998. Elle allait avoir 20 ans. Elle laisse derrière elle des indices contradictoires. Est-ce qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment et elle a été enlevée par un inconnu ? Est-ce que quelqu'un de son entourage aurait pu lui faire du mal ? Ou bien est-ce qu'il faut relier sa disparition à l'un des tueurs en série les plus organisés et les plus sadiques des États-Unis ? Avant de plonger dans l'affaire, qui je crois va vous hanter pendant un petit moment, je voulais vous remercier. Merci de m'écouter, merci de vous être abonné. Ça fait 1 mois que la chaîne est lancée et on approche les 1000 heures d'écoute. Faire des recherches sur ces affaires, c'est passionnant, mais mon objectif est de partager l'histoire des disparus, leur personnalité et le combat de leurs proches. Donc, 1000 fois, merci. Suzanne est née le 6 avril 1978 à l'hôpital de Saratoga Springs, dans l'État de New York. Si vous ne voyez pas où c'est, il faut imaginer New York, Long Island, Manhattan, toute cette zone, et aller 300 km au nord, presque tout droit. Voilà, vous êtes arrivé, c'est au nord de la grande ville d'Albany, qui est la capitale de l'État. Niveau climat, durant le printemps, l'été, l'automne, la région est sympa, mais l'hiver peut être rude, il neige abondamment. Suzanne grandit près de Saratoga Springs, à Ballston Spa, un village très mignon avec ses bâtiments en briques rouges et sa rue principale autour de laquelle s'organise toute la vie sociale des habitants. Ça me fait penser à la chanson des colocs, la rue principale. Il y a 5000 habitants à tout casser, c'est la petite ville américaine typique que l'on voit dans les séries et dans les téléfilms de Noël. Suzanne grandit dans ce décor au sein d'une famille unie. Elle a 12 ans d'écart avec son grand frère et 9 ans d'écart avec sa sœur. Alors il la chouchoute comme il se doit. Et même si ses parents admettent qu'elle était une surprise, comprenez un accident, elle fut instantanément adorée. Tout le monde se souvient de sa douceur. Bébé d'abord, enfant ensuite. C'est une rêveuse et une artiste. Elle écoute beaucoup de musique. Elle adore le groupe canadien Rush et elle écrit de la poésie. Sa mère raconte souvent l'anecdote suivante. Un jour, Suzanne était dans la douche. Elle en est sortie brusquement avec ses longs cheveux blonds, encore plein de shampoing, et elle a dévalé 4 à 4 les escaliers pour aller écrire un poème sur son carnet. C'est clairement le genre d'enfant qui sait s'occuper seul. À l'adolescence, elle se prend de passion pour l'informatique. Ses proches le remarquent très vite, c'est une tête. Elle est cultivée, curieuse, constante, travailleuse. Elle a quelques amis à l'école. Elle ne fait pas partie de groupe en particulier, elle va des uns aux autres avec aisance. Suzanne, c'est une jeune fille qui sait qui elle n'a rien à prouver à personne et elle suit son petit bonhomme de chemin. Bien sûr, elle n'a aucun problème de comportement ou d'assiduité à l'école et ses notes sont excellentes. À 16 ans, elle se lie d'amitié avec quelques fans d'informatique de son village de Ballston Spa. Ils ne font pas partie du même lycée qu'elle. Elle y rencontre Richard Condon, le meneur. Alors je suis désolée, je sais qu'il y a des Québécois qui écoutent, mais son nom c'est vraiment Condon, C-O-N-D-O-N. Les deux tombent vite amoureux. Il a 1 an de plus que Suzanne et il fait une bonne première impression à ses parents. Il parle bien, il est intelligent, mature. Bon, au club d'informatique, comme on l'appelle parfois, ils se prennent au sérieux. Ils se considèrent comme des hackers et franchement, ça peut paraître prétentieux parce qu'on sait que ce sont des gamins encore mineurs, mais d'un autre côté, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient été capables de faire de sacrés trucs pour l'époque. Suzanne est la seule fille du groupe, mais elle s'intègre parfaitement. Richard et Suzanne ne sont pas scolarisés dans le même lycée, mais ils se retrouvent tous les soirs après les cours et le week-end. Certains disent qu'ils sont dépendants l'un de l'autre, mais bon, à cet âge-là, les émotions sont fortes. Je pense que vous vous souvenez tous de votre premier amour et comment vous étiez, disons-le gentiment, un peu obsessionnel. D'après les rumeurs, Richard est quand même contrôlant
Et ça va nous intéresser pour la suite. Vient le moment de quitter le nid familial et d'aller à l'université. L'université la plus accessible financièrement, parce que vous savez que ça coûte 2 reins d'étudier aux États-Unis. C'est pas une blague, le coût moyen d'un rein aux US, c'est 45 000 et une licence dans une université publique, c'est entre 90 000 et 125 000 Bref, l'université la plus accessible du coin, c'est l'université d'État de New York. Ces campus sont répartis dans tout l'État. Pour Richard, ce sera un campus local, comme ça, il peut rester vivre chez ses parents au village de Ballston Spa. Les parents de Suzanne envoient leur fille sur le campus d'Oneonta, qui est à 2 heures de route. Ils auraient préféré qu'elle soit plus près, pour la voir plus souvent, mais ils font ça pour l'éloigner de Richard. Car la première bonne impression est vite passée. Richard est, je cite, froid, difficile à cerner. Suzanne se disputait souvent avec sa mère, Marie, à son sujet. Doug, le père, était un peu plus coulant. Par exemple, Marie refusait de conduire sa fille à ses rendez-vous avec Richard, mais Doug s'y collait. Suzanne fait ce que ses parents lui disent, elle intègre l'université à Oneonta. Mais ça ne l'éloigne pas beaucoup de Richard, puisqu'elle rentre tous les week-ends et dort chez lui, enfin chez ses parents, et puisqu'en semaine, ils s'écrivent en ligne sur les ancêtres de Messenger et WhatsApp, et s'appellent tous les jours. Ce sont les parents de Richard qui vont la chercher à Oneonta et la ramènent chez eux. Donc Marie et Doug, ils n'ont pas vraiment de contrôle là-dessus. Et après tout, leur fille est maintenant adulte. L'année suivante, donc en début de 2e année scolaire, Suzanne demande un transfert à Albany. Elle trouve que les cours d'informatique sont d'un niveau trop faible là où elle est. Elle a l'impression qu'elle pourrait enseigner tout ce qu'elle est censée apprendre. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'elle demande un transfert ou est-ce que c'est pour se rapprocher de son petit ami? En arrivant à Albany, elle s'installe dans une chambre étudiante sur le campus qu'elle occupe seule. Elle se dégote un emploi dans une entreprise où elle retranscrit des informations médicales sur des CD. Elle a un second job dans une boutique de jeux vidéo et d'informatique dans la galerie marchande du centre commercial de Crossgates Mall. Mais Suzanne n'avait peut-être pas menti au sujet du cours d'informatique sur son ancien campus, parce que là, à Albany, ça se complique. Les cours qu'elle suit sont difficiles. Et avec ces 2 emplois, ça commence à faire beaucoup et la perspective de ne pas valider certains cours l'angoisse. À la fin du mois de février 1998, elle parle à son chef de la boutique informatique de l'examen important qu'elle doit passer le lundi de la semaine suivante, le lundi 2 mars. Le lundi 2 mars 1998 au matin, elle se présente au fameux examen. En début d'après-midi, elle assiste à un autre cours, comme prévu. Puis, elle prend le bus à l'arrêt du campus pour se rendre au centre commercial. Il ne faut pas du tout traverser la ville pour s'y rendre, pas du tout. C'est à 2 km, même pas à vol d'oiseau. Mais il y a l'autoroute à traverser, donc quand on est piéton, c'est pas très sympa comme balade. Tout le monde prend le bus qui met moins d'1 quart d'heure à faire le trajet. Elle embauche à 16 heures. Elle dit à son chef que l'examen ne s'est pas trop mal passé finalement et semble rassurée. En tout cas, elle a l'air parfaitement normale. Pendant 5 heures, elle conseille des clients, les encaisse, déballe des cartons et met des étiquettes de prix sur des produits. À 21 heures, comme prévu, elle quitte la boutique. Elle serait ensuite passée par la porte de service à l'arrière du centre commercial. C'est plus court pour aller à l'arrêt de bus que de passer par l'entrée principale. Il fait froid, un froid sec, environ 1 degré. Elle aurait attendu le passage du bus de la ligne 12 qui permet d'aller du centre commercial au campus. Le même trajet qu'à l'aller, mais en sens inverse. Elle aurait atteint l'arrêt de bus à l'entrée du campus 40 à 45 minutes plus tard. Dans la matinée du mardi 3 mars 1998, Richard Caudon compose le numéro de téléphone fixe de la maison des Lyell. La mère de Suzanne décroche. Le jeune homme lui demande de but en blanc « Est-ce que vous êtes au courant ? Suzanne a disparu. » C'est le début du cauchemar pour les parents de Suzanne. La jeune femme est en contact avec ses parents et avec Richard tous les jours. Notamment quand elle rentre du travail, elle discute avec lui sur Internet. Or, la veille, elle ne s'est pas connectée. Et elle n'a pas répondu non plus au téléphone. Souvenez-vous,
Elle n'a pas de colocataire, mais ses voisins de chambre ne l'ont pas entendu mettre ses clés dans la serrure. Bon, alors vous vous dites, OK, elle aurait pu mettre ses clés, hein, sans qu'ils l'entendent, mais en fait, son trousseau était énorme et ses clés tintaient toujours. Donc là, ils ont dit aux autorités: «Bah non, hier, elle est pas rentrée, on n'a pas entendu ses clés». Par contre, ils ont entendu son téléphone sonner toute la soirée et les données téléphoniques montreront par la suite que Richard l'a appelée 9 fois. Richard a ensuite, écoutez bien ça, accédé à son ordinateur à distance pour tenter de trouver des infos sur sa localisation. Suzanne était au courant qu'il pouvait faire ça et elle pouvait, elle aussi, accéder à son ordinateur à lui. Donc voilà, Richard est inquiet, il appelle Marie et Doug, les parents de Suzanne, dès le mardi matin. Les parents de Suzanne, ils contactent leurs autres enfants au cas où elle serait rentrée en contact avec eux, mais non, il n'y a rien, pas de trace de Suzanne. Cette disparition soudaine ne correspond pas du tout à sa personnalité et à ses habitudes. Juste après le coup de téléphone de Richard, les parents de Suzanne contactent la police du campus. Ce ne sont pas des gardiens de sécurité, hein, mais des vrais policiers payés par l'administration universitaire pour protéger les étudiants. Néanmoins, ils n'ont pas les mêmes ressources que des policiers qui travaillent pour un shérif, un comté ou un État. La chambre de Suzanne est ouverte avec un double des clés et les policiers, en arrivant, ils trouvent rien d'inquiétant. Pas de désordre, pas de traces de lutte, tout semble à sa place. Il y a même ses lunettes de vue sur sa table de chevet. Elle portait des lentilles de contact la veille au soir. Un policier se rend au cours auquel elle est censée assister et ne peut que constater son absence. Pendant que Marie et la sœur de Suzanne contactent tous ses amis en attendant avec angoisse de ces nouvelles, Doug fait la route pour le campus universitaire d'Albany. Il se fait dire que ce genre de choses arrive tout le temps, des jeunes qui ne donnent pas de nouvelles, qui font un break, qui sèchent quelques cours parce qu'ils en ont marre ou parce qu'ils ont trop fait la fête ou parce qu'ils ont prévu un petit voyage à la dernière minute. Bon, ça arrive tout le temps, pour eux, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais Doug persiste et refuse de quitter les lieux tant que la police de l'université n'a pas retourné tout le campus. Pendant ce temps-là, Richard se rend au centre commercial. Le chef de Suzanne se renseigne auprès du gardien de sécurité. Bon, est-ce qu'il a vu la jeune femme sortir la veille au soir? Et le gardien, il dit que non, il l'a pas vue, mais à cette heure-là de nuit, les employés sortent tous par la porte arrière du centre commercial qui est réservé au personnel. Donc il l'a pas vue, mais normalement, c'est par là qu'elle est passée. Le chauffeur du bus qu'elle prend habituellement est contacté. Et enfin, on retrouve une trace de Suzanne après qu'elle ait quitté la boutique informatique. Elle est vraiment sortie du centre commercial et elle est vraiment montée dans ce bus. Il la reconnaît immédiatement car elle fait souvent ce trajet. Il est quasiment certain de l'avoir vue la veille au soir. En revanche, le chauffeur ne se souvient pas de l'avoir vue descendre. Il peut juste affirmer une chose: elle était partie quand il a garé son bus au dernier arrêt. Les premières recherches mènent à un autre témoin, une étudiante qui vit au même étage que Suzanne. Les deux jeunes femmes se connaissent bien et se croisent souvent. Et elle est certaine d'avoir vu Suzanne descendre du bus à l'arrêt du campus ce lundi 2 mars au soir vers 21h40, 21h45. Elle ne l'a pas vue de loin, non, elle est montée dans le bus au moment où Suzanne descendait. Ça peut paraître long comme trajet, elle finit à 21h et elle arrive 3/4 d'heure plus tard, alors que le trajet, il dure qu'une dizaine de minutes, mais il est tard et c'est comme chez nous, les passages des bus sont espacés aux heures les moins fréquentées. Alors, il est temps de faire une petite parenthèse sur la géographie des lieux. Ça va être important pour la suite de l'affaire. Quand on passe l'entrée de l'université, qui n'est pas contrôlée par un portail, une barrière, toujours pas aujourd'hui, ce que je trouve assez bizarre, mais bon, passons, on arrive sur un genre d'énorme rond-point qui, à mon avis, se prend à sens unique d'ailleurs. Cet endroit est appelé le Collins Circle. Il y a un arrêt de bus appelé pareil, donc l'arrêt Collins Circle, et Suzanne serait descendue là. Quand on regarde les images satellites aujourd'hui, juste derrière l'arrêt de bus, il y a un petit parking, pas large, une quarantaine de mètres de largeur, donc pour garer une rangée de voitures en épi.
Suzanne serait partie dans la direction opposée au parking, aurait rejoint un chemin piétonnier bétonné, puis l'entrée du Colonial Quad, un ensemble carré de bâtiments résidentiels où se trouvait sa chambre. De l'arrêt de bus jusqu'à l'entrée principale de Colonial Quad, ça fait 200 mètres. De nuit, d'un bon pas, ça prend quelques minutes. Aujourd'hui, on peut aussi traverser une petite allée sous les arbres pour couper en diagonale et rejoindre plus vite l'entrée. Mais je suis tombée sur une interview dans laquelle Marie, la mère de Suzanne, explique que les lieux ont beaucoup changé depuis la disparition de sa fille. Alors, je suis allée voir des images d'archives de Google Earth. Il y avait une photo qui datait de 1995 en noir et blanc et de basse résolution, donc j'ai choisi d'étudier celle prise par les satellites en 2001, 3 ans après la disparition de Suzanne. Et l'arrêt de bus, c'est un simple poteau parce que contrairement à aujourd'hui, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas non plus de parking. Les voitures sont garées en double fil le long de la route. Je ne vois pas non plus de chemin qui permettent de couper sous les arbres. En été, ça devait pouvoir se faire, mais en hiver de nuit, je la vois pas traverser cet espace arboré qui est plutôt sauvage et qui doit être un peu boueux, quoi. En plus, il y a déjà peu de lumière, d'après les témoignages des étudiants à l'époque. Il n'y a pas le téléphone portable avec la lampe torche, donc je la vois pas traverser cet endroit-là. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que le chemin, aujourd'hui piétonnier, qui mène à l'entrée de Colonial Quad, eh ben, il n'était pas du tout piétonnier. C'était un chemin bétonné en partie, certes, mais avec une rangée de voitures garées de chaque côté. Alors, en regardant les images actuelles, les images satellites actuelles, je me disais, bon, bah, pour enlever quelqu'un sur ce chemin, il faut quand même traîner sa victime sur 100 mètres jusqu'au parking, sur un campus où il y a du passage, ça me paraît bizarre. Mais en 1998, le chemin entier était un parking. Et vous savez combien, mesdames, ça peut être angoissant et à raison de traverser un parking seul la nuit. Alors l'enlèvement paraît plus probable quand la voiture de l'agresseur est garée à 3 mètres que quand le parking le plus proche est à 100 mètres. Et le lundi 2 mars au soir 1998, les étudiants ne font pas la fête, surtout qu'on est en plein midterms, comme ils disent, la période d'examen de milieu de semestre. Maintenant, vous savez tout sur l'endroit où elle aurait été vue pour la dernière fois. Poursuivons. Ce soir-là, elle n'utilise pas son pass pour rentrer dans l'immeuble. Quelqu'un aurait pu lui tenir la porte, mais elle n'a pas été vue dans les couloirs non plus. Elle ne serait donc jamais arrivée jusqu'au dortoir. Vers 15h45 le mardi 3 mars, donc le lendemain de sa disparition, Marie appelle la banque. Elle aimerait savoir si sa fille a utilisé sa carte bleue depuis la veille au soir. Au téléphone, l'employé consulte les relevés bancaires. Suzanne a utilisé sa carte bleue à 2 reprises le jour de sa disparition. Avec 120 $ sur son compte seulement, elle attendait sa paie avec impatience, elle en avait parlé avec sa mère dans le week-end, elle a retiré 2 fois 20 $. C'est comme ça qu'elle fait d'habitude. Elle retire jamais plus de 20 $ au même distributeur, sûrement pour éviter de se faire agresser ou pour pas perdre trop d'argent si elle devait égarer ses billets. Mais ce qui pose problème, ce sont les heures de retrait. Parce qu'elle n'a pas fait un retrait à 8h du matin et un retrait à 17h, non. Le premier retrait a eu lieu au distributeur à l'entrée de Collins Circle, donc du campus, avant qu'elle ne prenne le bus pour aller au centre commercial. Et elle a effectué son second retrait sur un distributeur de la galerie marchande après être descendue du bus avant d'embaucher. Elle est vraiment ultra précautionneuse parce que ça fait 2 retraits en 1 heure. Même sa mère trouve ça bizarre. Pourtant, au travail, donc après les 2 retraits, Suzanne paraît parfaitement normale. Soudain, au beau milieu de la conversation, la voix de la banquière déraille. Quelqu'un est en train, en ce moment même, d'utiliser la carte bleue de Suzanne. Il est 15h50 ce mardi 3 mars. Suzanne a disparu depuis la veille au soir et sa carte bancaire est utilisée pour retirer, je vous le donne en mille, 20 $. Et la personne qui a inséré la carte dans le distributeur a tapé le bon code du premier coup. Donc là, on se dit, super, on va réussir à localiser sa carte et donc à la localiser elle. Mais non, parce qu'en 98, ce n'est pas la technologie d'aujourd'hui. Et si j'ai bien compris leur argument,
La banque doit attendre que les informations remontent en local au niveau de l'agence qui gère le distributeur pour les obtenir. La banquière promet à Marie de la rappeler le lendemain. Le lendemain, la banquière la rappelle comme convenu. Le retrait a été effectué dans une supérette de la chaîne Stewart's Shop. C'est une chaîne de magasins et de stations-service dans les États de New York, du New Hampshire et du Vermont. Le Stewart's Shop qui nous intéresse est plutôt un genre de supérette d'une 50aine de mètres carrés. Il n'y a pas de station essence. Ce qui est intéressant, c'est l'emplacement du Stewart's Shop. C'est à environ 5 km du campus, direction le centre-ville d'Albany, et Suzanne n'allait jamais dans ce coin-là. Donc, il y a 2 solutions. Soit c'est Suzanne, soit c'est quelqu'un d'autre. Quand les familles de Suzanne et de Richard se retrouvent pour en discuter, parce que ça les bouleverse, Richard explique que seuls Suzanne et lui ont le code de sa carte bleue. Évidemment, ça surprend beaucoup Marie et Doug qui trouvent ça très bizarre. Pour sa défense, c'est lui qui conduit tout le temps, lui qui fait le plein d'essence, donc peut-être qu'elle a fini par lui donner son code pour participer aux frais et ne pas avoir à descendre de la voiture au moment de faire le plein. C'est comme ça, je crois, qu'on a fini par se donner nos codes avec mon conjoint après quelques années de relation. Donc ça me choque pas plus que ça. Mais bien sûr, vu les circonstances, c'est quand même un peu bizarre. Finalement, après 2 jours sans nouvelles de Suzanne et pressée par sa famille, la police du campus contacte la police de l'État de New York. Les recherches physiques commencent immédiatement. Plus de 100 hectares sont fouillés, et quand je dis fouillés, c'est vraiment fouillé. Les policiers et les volontaires sont épaule contre épaule. Si vous comparez aux recherches effectuées pour retrouver Maura Murray, 6 ans plus tard dans l'État voisin du New Hampshire, c'est énorme. J'ai fait un épisode sur sa disparition d'ailleurs, en 2 parties, tellement il y a de choses à dire. Les enquêteurs réinterrogent les témoins, donc le chauffeur de bus et la voisine, et ses proches. Et évidemment, vous n'attendiez que ça, ils réquisitionnent les images de vidéosurveillance de la petite supérette où le retrait de 20 $ a eu lieu le lendemain de la disparition de Suzanne. Le gérant ne se souvient pas d'avoir vu la jeune femme dans son magasin. Et malheureusement, la caméra n'est pas orientée vers le distributeur au fond du magasin, mais vers la caisse. Ça aurait pu être la clé de l'affaire. Évidemment, ça aurait pu être la clé de l'affaire si la caméra était orientée vers le distributeur et vers la porte. Une personne a été filmée dans le magasin, donc à la caisse, en train d'acheter un café, un journal et un ticket de loto autour de l'heure à laquelle le retrait a été effectué au fond du magasin. Il s'agit d'un homme noir, de corpulence assez fine, le visage allongé, portant une casquette de marque Nike. Alors là, je comprends pas trop, mais au lieu de prendre la photo du gars et de la diffuser au public, ils font faire un portrait robot et diffusent ce portrait robot. Donc un dessin. Ok. Les parents de Richard financent une campagne médiatique massive. Ils paient l'affichage du portrait robot sur les panneaux publicitaires de la ville d'Albany. Voyant son visage partout, l'homme à la casquette Nike se présente de lui-même aux enquêteurs. Et son nom n'a jamais été rendu public. Son profil n'est pas rassurant. Il était cuisinier dans l'école secondaire de Suzanne, donc il a un lien avec elle. Et surtout, il a déjà été condamné pour viol dans les années 80 dans une ville voisine. Les policiers l'ont interrogé 7 fois dans le cadre de l'affaire de la disparition de Suzanne. 7 fois. Mais ils ont fini par l'innocenter. D'ailleurs, la mère de Suzanne raconte qu'il a payé pour son café, son journal et son ticket de loto avec des billets de 1 $. Oui, alors aujourd'hui, on en aurait eu pour 20 balles direct, mais à l'époque, ça a dû coûter 5 $ à tout casser. Et donc, il a payé avec des billets de 1. Parce qu'aux États-Unis, 1 $, c'est en billets. Donc, alors qu'il vient de retirer 20 $ au distributeur au fond du magasin, ça paraît étrange. Mais je vous l'ai dit, il a été filmé à la caisse de la boutique, pas au niveau du distributeur. Donc, il pouvait acheter ces produits-là pendant que quelqu'un d'autre était en train de retirer les 20 $ au fond du magasin avec la carte bleue de Suzanne. Donc, ça signifie que quelqu'un est entré dans la supérette,
a filé vers le distributeur pour retirer 20 $ avec la carte de la jeune femme et est reparti directement, sans rien acheter, et en esquivant volontairement ou non la caméra de surveillance. Et c'est important, vous verrez, on y reviendra. Un mois plus tard, deux étudiants se présentent à la police du campus. Ils ont trouvé un badge au nom de Suzy L, de la boutique où Suzanne travaillait. C'est bien son badge. Je sais que vous êtes au taquet sur la géographie des lieux, alors il faut vous projeter de nouveau au Collins Circle, le gigantesque rond-point à l'entrée du campus d'Albany. Au centre du rond-point, ce n'est que de l'herbe, une vaste pelouse coupée à ras. J'ai regardé une interview de la mère de Suzanne et elle explique, contrairement à ce que j'avais lu jusque-là, que le badge a été retrouvé justement en bordure de cette large pelouse au centre du rond-point. Or, dans la semaine qui a suivi la disparition de Suzanne, il a neigé un peu. Donc on pense qu'une saleuse ou une déneigeuse serait passée sur la route et aurait envoyé sur la pelouse ce badge qui se trouvait peut-être du coup sur la route. Il y a quand même un élément louche, c'est que cet endroit avait déjà été fouillé par les policiers, épaule contre épaule. Donc, soit ils l'ont pas vu, soit l'objet a été déposé après la disparition de Suzanne. La police scientifique n'a rien pu en tirer, pas d'empreinte, pas d'ADN. Malheureusement, ce sera le dernier indice, la toute dernière trace de la jeune Suzanne Lyall. La mère de Richard disait souvent à Suzanne: si un jour tu te fais enlever, laisse tomber quelque chose qui permettrait de t'identifier derrière toi. Prends un truc dans ta poche et tu le jettes par terre. Et en plus, Suzanne, elle avait un long manteau avec plein de poches. Et donc, elle avait toujours des trucs dans les poches. Ça revenait souvent dans les conversations. C'était un peu devenu un running gag. Pas super drôle, mais c'était en mode, bah tiens, comme tu as plein de poches dans ton long manteau, bah si tu te fais enlever, jette des trucs par terre pour permettre de laisser des indices derrière toi. Un peu comme le petit poussé, quoi. Et je dis c'est un running gag, pas drôle parce qu'en fait, ça révèle que quand on arrive à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, on imagine comment on réagirait dans cette situation, comme si on s'y préparait presque. Et ça doit être le cas de toutes les jeunes filles et de toutes les femmes. Enfin moi je sais que j'y ai pensé dès l'adolescence, bah, qu'est-ce que je ferais si, on essayait de m'enlever? Et je trouve ça assez triste en fait. J'imagine que certains hommes, y pensent aussi, mais bref, très triste. Je pense qu'il est temps de faire la liste des théories, enfin plutôt la liste des suspects, hein, car la disparition volontaire a été exclue par les enquêteurs. Il semble que Suzanne ait été enlevée après être descendue du bus à l'arrêt Collins Circle vers 21h40, 21h45 sur le chemin menant à l'entrée de Colonial Quad, là où était sa chambre. Le premier suspect est bien évidemment son petit ami Richard Condon. Il lui arrivait d'attendre Suzanne garée en double file au niveau de l'arrêt de bus de Collins Circle. Et leurs proches répètent à quel point il était contrôlant. À vrai dire, même Suzanne s'en était plainte et ils avaient rompu quelque temps pour cette raison, probablement dans l'année précédant sa disparition. Suzanne s'était confiée après coup à des amis, donc personne n'a jamais trop su quand c'était, mais de toute façon, ils s'étaient déjà remis ensemble. Mais Richard, ça a quand même été le premier à s'inquiéter. Là aussi, on peut se dire: «Ah, c'est suspect, elle répond pas pendant une soirée», puis le lendemain matin, il alerte tout le monde en disant: «Suzanne a disparu». Mais s'il avait attendu, on aurait probablement dit l'inverse. Et puis il a un alibi, il jouait aux jeux vidéo chez ses parents. Il jouait en ligne avec un ami. Cet ami et ses parents ont confirmé, qu'il était bien, à son domicile en train de jouer. Il a même téléchargé des musiques que Suzy aimait sur son PC, donc à distance. Et il y a aussi les relevés téléphoniques qui montrent que quelqu'un au domicile des Condons, donc normalement Richard, a appelé 9 fois sur le téléphone de Suzanne dans la soirée du 2 mars. Mais dans le fabuleux podcast Upstate Unsolved, disponible depuis 2019 sur Amazon, on apprend pourtant des éléments troublants sur les Condons. Jim Horton, enquêteur affecté à l'affaire durant les premières années, fait des révélations. Il estime que le petit ami et ses parents n'ont pas coopéré, non. En fait, ils ont voulu rester informés des avancées de l'enquête. Et puis, ils ont eu des comportements bizarres. Déjà, Richard n'avait pas l'air alarmé, triste, ni en deuil. Il était toujours flanqué d'une jeune femme qui avait l'air d'être sa nouvelle petite amie.
Et puis la mère de Richard, super bizarre, répétait aux policiers qu'elle était très proche de Suzanne et qu'elle la connaissait mieux que ses propres parents et que Suzanne la préférait à Marie, sa mère. Bon alors bien sûr, Suzanne était en conflit avec sa mère au sujet de sa relation avec Richard, mais c'était pas un conflit très violent. Les 2 femmes se voyaient régulièrement et se parlaient tous les jours. Ça faisait plus de 3 ans que le couple se fréquentait, donc c'était pas un conflit ouvert. Si vous êtes parent, vous savez que même si vous n'approuvez pas le conjoint ou la compagne de votre enfant, vous allez quand même, dans la mesure du possible, maintenir un lien, ne serait-ce que pour protéger votre enfant ou le ramasser à la petite cuillère le temps venu. Et puis, la dynamique familiale était assez étrange. Richard avait affirmé aux enquêteurs que quand Suzanne venait dormir chez lui, c'est-à-dire presque tous les week-ends, il lui laissait sa chambre pour aller dormir avec sa mère. Oui, oui. Ah bah parce que le père dormait au sous-sol et les grands-parents dans le salon. Mais le fait qu'il aille dormir avec sa mère, au lieu de rester avec sa petite amie, c'est super weird. Et lors d'une des battues pour retrouver Suzanne ou des indices matériels, quand un policier a dit « Si vous trouvez quoi que ce soit, vous nous l'amenez », la mère de Richard a suggéré plutôt de lui amener à elle, parce que c'est elle qui connaissait mieux Suzanne. Bon, très très bizarre, d'autant plus que la famille de la jeune femme était présente. Alors peut-être que ça a été mal interprété, que les gens sur place ont mal compris, mais si elle a dit ça, ça fait vraiment la personne narcissique qui ramène tout à elle, même dans les pires moments. D'ailleurs, il ne faut pas avoir beaucoup d'empathie pour dire un truc pareil devant Marie et Doug. Mais attendez, c'est pas fini. Après la mère, je demande le père. Et là, vous allez voir, ça part complètement en live. Durant l'été 98, le père de Richard fait une série de déclarations super louches. La première fois, c'est lors d'une discussion avec l'enquêteur Jim Horton. Il lui annonce qu'une semaine plus tôt, il a vu Suzanne à un peu moins d'une heure de route à l'ouest de la ville d'Albany, alors qu'il était au volant de son camion. C'est son boulot, il est routier. Il explique qu'il ne l'a pas signalée, mais il est certain que c'était elle. Alors, pardon, il la voit, il ne la signale pas et surtout, il la voit et il ne va pas lui parler. Il a justifié ça en disant que s'il s'était arrêté sur le bas-côté, la police lui aurait filé une amende. Mais mec, ta belle-fille a disparu. Vous avez financé la campagne d'affichage du gars à la casquette Nike sur les panneaux publicitaires de la ville. Vous parlez à ses parents et à la police toutes les semaines et tu estimes avoir eu une bonne raison de ne pas t'arrêter. Bref, Jim Horton, l'enquêteur, lui donne donc son numéro de portable et lui dit écoutez, si vous la voyez de nouveau, n'importe où, n'importe quand, vous m'appelez. Comme vous, comme moi, l'enquêteur trouve ça louche, donc il fait suivre le père de Richard. Et quelques jours plus tard, Jim reçoit un appel. Le père de Richard lui dit au téléphone qu'il voit Suzanne. Elle est assise sur un banc devant un Stewart's Shop. Mais le policier qui est en train de filer, donc de suivre le père de Richard, a une vue super dégagée sur le fameux banc. Ça tombe bien. Il peut donc voir qui est assis dessus. Il s'agit bien d'une femme d'environ 80 ans. What? Visiblement, le père de Richard ment. C'est vraiment le truc le plus bizarre de l'affaire. Soit il est complètement cinglé, soit il veut faire croire que Suzanne est encore là, dans la nature, qu'elle est partie volontairement et donc que personne ne l'a enlevée. Est-ce que ça veut dire qu'il essaie de protéger la personne qui l'a enlevée? Les Condon ont vendu une voiture et un bateau juste après la disparition de Suzanne. Ils sont aussi propriétaires d'un terrain et d'un mobil-home dans le village de Gansevoort, tout au nord de l'État de New York. Le terrain n'a pas été fouillé, aucune analyse n'a été entreprise sur le véhicule et le bateau. Quel serait le mobile? Et si Suzanne avait voulu quitter Richard une seconde fois et qu'il n'avait pas accepté cette rupture? Bon, c'est fréquent. Il y a 2 jours, on était le 9 janvier et on était déjà à 4 féminicides en France par conjoint ou ex-conjoint.
2 semaines avant sa disparition, la mère de Suzanne avait conduit sa fille chez les Condons. La jeune femme avait remis une enveloppe à Richard. Est-ce que c'était une lettre de rupture? On ne le sait toujours pas aujourd'hui, puisque Richard n'a jamais donné cette lettre aux autorités et n'a jamais voulu en parler aux enquêteurs. D'ailleurs, il a rapidement refusé d'être interrogé par la police et de passer le détecteur de mensonges. Dès l'automne, la famille a fait appel à des avocats. Bon, si mon enfant tue quelqu'un, un homicide volontaire, jamais je le couvre. Jamais. Mais apparemment, ça arrive. Je vais vous citer l'exemple de l'affaire Christine Smart, une jeune femme de 19 ans, comme Suzanne, tuée par un étudiant de son campus en 2002. Un stalker, un violeur, un meurtrier, un certain Paul Flores. Eh bien, figurez-vous que lui et son père ont été arrêtés en 2021. La famille avait enterré le corps de la pauvre Christine sous la terrasse du jardin familial avant de le déplacer. Des traces de travaux extérieurs avaient alerté dès le début de l'enquête les autorités. Les policiers savaient que Paul était coupable, hein, ils l'avaient même déclaré publiquement, mais ils estimaient ne pas avoir assez d'éléments pour gagner au procès, ou alors c'est les procureurs qui ne voulaient pas aller en procès. Je suis pas sûre, faudrait que je vérifie. Des analyses ont montré en 2021, quand ils ont enfin pu aller voir sous cette terrasse, qu'un cadavre humain s'était en effet décomposé à cet endroit et les Flores ont été finalement arrêtés. Enfin, le père et le fils, pas la mère. Malheureusement, on n'a pas encore retrouvé le corps de la jeune Christine Smart. C'était pour vous dire que ça arrive. Dans le cas de Suzanne Lyall, il n'y a pas de preuve physique, il n'y a pas de corps, et quand même, il y a des alibis. Et d'un autre côté, il y a les 20 $ retirés sur le compte de Suzanne avec le bon code du premier coup. Il aurait voulu faire croire qu'elle était encore en vie quelque part, qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Richard Condon reste encore aujourd'hui un suspect aux yeux des autorités dans la disparition de sa petite amie. Mais ce ne sont pas les prédateurs qui manquent en 1998 à Albany. Et un campus, c'est l'endroit idéal pour chasser des jeunes femmes. Ça peut paraître violent, mais quand on écoute les tueurs raconter leurs actes, ils en reviennent toujours la même chose. Leur plaisir vient autant du viol et du meurtre que du fait de traquer et de chasser des proies. Le long parking entre l'arrêt de bus de Collins Circle et Colonial Quad, c'est le spot parfait pour ça. Surtout la nuit en hiver, quand les fenêtres sont fermées. Et je ne vous l'ai pas encore dit, mais l'entrée du campus est située à 200 mètres d'une sortie et d'une entrée de l'autoroute I-90. Ça prend 3 minutes pour accéder au parking devant Colonial Quad quand on quitte l'autoroute et 3 minutes pour repartir. Idéal quand on est pressé parce que, au hasard, on vient d'enlever quelqu'un. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une jeune étudiante est enlevée à cet endroit. Karen Wilson s'évapore dans la nature le 27 mars 1985 aux alentours de 19h20. Et là, difficile de mettre sa disparition sur le dos de Richard Condon, qui n'était qu'un enfant. Il y a pourtant beaucoup de ressemblances avec l'affaire Suzanne Lyall. Karen avait 22 ans. Elle vivait, tenez-vous bien, au Colonial Quad sur le campus d'Albany. Elle était partie faire du shopping au centre commercial où travaillera plus tard Suzanne Lyall. Elle aurait été vue en train de marcher vers 19h20 au niveau de l'entrée de l'autoroute I-90 à 2 pas du Collins Circle. Donc les deux femmes ont été enlevées certes à 13 ans d'intervalle, mais au même endroit, le même mois, aux mêmes heures. Karen Wilson n'a jamais été retrouvée non plus. D'ailleurs, les policiers apprendront au cours de l'enquête qu'un mois avant sa disparition, Suzanne avait confié à une collègue qu'elle avait l'impression d'être suivie par un homme, avant d'ajouter qu'elle n'était pas effrayée par cet homme. Pour moi, ça rajoute encore à la bizarrerie de l'affaire. Quand on est suivi par quelqu'un, en théorie, on en a peur. Ou alors, il faudrait qu'elle ait une bonne raison pour ne pas avoir peur de lui. Peut-être un physique décharné. Ou alors elle a dit ça pour rassurer sa collègue. Elle a dit: «Bon bah, je me sens suivie, mais t'inquiète pas, j'ai pas peur, ça me fait pas peur». En 2013, les policiers s'intéressent à un certain Anthony Collins. Âgé de 54 ans,
il a tenté d'enlever 2 étudiantes sur le campus d'Albany. Il a agressé sa première victime avec un couteau juste avant 8 heures du matin à l'arrêt de bus de Collins Circle. Heureusement, un témoin est intervenu et la jeune femme a pu se libérer. Mais 40 minutes plus tard, le même homme a tenté d'enlever une seconde victime, cette fois sans couteau. Il sera identifié grâce aux caméras de surveillance. C'est vrai que s'il a 54 ans en 2013, il aurait eu 26 ans lors de la disparition de Karen et 39 ans quand Suzanne a disparu. Donc ça se tient. Mais finalement, il a été diagnostiqué schizophrène et il a été exclu de la liste des suspects par les enquêteurs. En même temps, il était difficile de croire qu'il aurait échappé à la police pendant tout ce temps, alors qu'il tente d'enlever des gens devant témoins le matin, au même endroit à 40 minutes d'intervalle, en étant filmé par une caméra de surveillance. C'est pas très malin. Il y a bien un autre homme sur le banc des suspects, enfin pour le grand public, parce que la police n'a jamais cité son nom en lien avec la disparition de Suzanne. Il s'agit de John Reagan. John Reagan est né en 1956. Il est arrêté en 2004 à l'âge de 48 ans pour le viol d'une collègue de travail. Et ils ont comparé son ADN avec l'ADN conservé dans les scellés d'une affaire de 93, une affaire de viol. Le nom de la victime de 1993, c'est Donna Palomba. Allez jeter un œil à l'affaire parce qu'elle a fait des trucs super pour les victimes depuis. Son histoire à elle, c'est que les policiers ne l'ont pas crue et ont menacé de la poursuivre, elle, plutôt que John Reagan, dont la famille était très respectée dans la région. Sa femme et lui étaient en effet des catholiques très impliqués, sa femme était prof, au sein de leur communauté. Bon, c'était le père de famille idéal. Alors, ces événements-là ont eu lieu dans l'état voisin du Connecticut, donc on se dit, il y a un paquet de... Pourquoi ils seraient plus liés à Suzanne Lyall que les autres ? Eh bien, figurez-vous que les parents de John Reagan ont une maison à Saratoga Springs et qu'en 2005, libéré sous caution en attendant son procès, il tente de kidnapper une ado de 17 ans sur un parking dans cette ville. Elle en réchappe de justesse parce qu'elle hurle et se débat comme une diablesse et que ses coachs, elle venait de finir son entraînement de course à pied, viennent chasser l'agresseur au point de courir après le van bleu pour lire la plaque d'immatriculation. Le van bleu est aussitôt retrouvé par les policiers. À l'intérieur, les sièges arrière ont été enlevés et il y a un tas d'accessoires. Des cordes avec des nœuds déjà prêts à être resserrés, une bâche, une scie, une pelle, une seringue avec des sédatifs et des appareils photo. Il s'avère que John Reagan avait l'habitude de prendre en photo des femmes qu'il suivait. Il avait repéré la jeune fille, qui était une coureuse hors pair, elle faisait des compétitions et tout. Il l'avait photographiée lors de ces événements sportifs et dans la rue. On ne peut pas s'empêcher de penser à Suzanne qui avait dit à sa collègue se sentir suivie. L'affaire John Reagan prenant de l'ampleur, parce que je vous l'ai dit, sa famille est connue dans la région, une femme s'est présentée aux autorités pour raconter comment John Reagan l'avait kidnappée dans sa voiture et violée sur un chemin en 1981. Donc combien de victimes a-t-il fait au total ? Impossible de le savoir. Il a été condamné à 15 ans de prison pour ces crimes. Du coup, en 2005, les enquêteurs qui avaient des cold cases se sont penchés sur John Reagan. Il a d'ailleurs été suspecté dans le meurtre de 2 travailleuses du sexe qui attendaient leurs clients à moins de 2 km du domicile de Reagan. Son métier à lui ? Il était commercial pour une entreprise s'occupant de refaire les toitures. Autant vous dire qu'il passait sa vie sur la route. Mais aucun élément concret ne lie John Reagan à Suzanne Lyall. J'ai quand même voulu vous détailler un peu cette affaire pour pouvoir vous annoncer la nouvelle suivante. John Reagan a été libéré de prison en 2022. Oui, vous m'avez bien entendu. Un autre nom sort souvent dans l'affaire de la disparition de Suzanne. Bon, après, son nom sort dans tous les cold cases du pays. Vous le connaissez peut-être, Israel Keys. En commençant le True Crime, je m'étais juré de ne jamais écrire sur lui parce que c'est un sadique et
concrètement, je suis pas loin de vomir quand je pense à lui et à ce qu'il a fait. Donc je vais vous dire le strict minimum, juste assez pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas si bête de, le considérer comme un suspect dans cette affaire. Israel Keyes, qui torturait des animaux, violait et était pyromane dès l'adolescence, est un tueur en série américain né en 1978. Il voyageait énormément, prenait l'avion pour aller d'un état à l'autre et louait des voitures pour passer incognito. Il enterrait des genres de kits un peu partout dans le pays. Ces kits, c'était des seaux dans lesquels il y avait des flingues, des cordes, des couteaux, des gants, etc. Il spottait des endroits où se débarrasser de cadavres et après seulement, il partait à la chasse de ses victimes. On peut prouver qu'il a tué 3 personnes dans des circonstances abominables et on le lie très fortement à 11 autres meurtres. Mais cette espèce de sac à merde a été arrêté puis s'est suicidé en prison à l'âge de 34 ans. Donc on ne peut faire qu'avec les maigres indices qu'il a laissés aux agents du FBI. Que l'administration pénitentiaire l'ait laissé se suicider alors que tout le monde attendait des réponses me laisse sans voix. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est quel est le lien entre Israel Keyes et Susan Lyall. D'abord, un lien géographique. Keyes avait une propriété dans la ville de Constable, dans l'État de New York, juste au sud de la frontière canadienne. Alors oui, c'est à 3h30 de route, mais ce n'est rien du tout pour lui. Pire, une juriste a parlé au FBI suite à l'arrestation de Keyes en 2012. Elle affirme l'avoir reconnu. À 100%, elle en est certaine. Il l'avait abordé dans la ville d'Albany en mars 1998, près d'un magasin, et l'interaction était bizarre, super malaisante. Elle chargeait ses sacs de courses dans le coffre et on ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit, mais pour elle, aucun doute, elle l'a bien reconnu, c'était lui, son visage, sa taille, ses cheveux et même sa voix. Vous savez à quel point je répète qu'il faut se méfier des témoins oculaires, mais dans ce cas précis, si on en a entendu parler, c'est que le FBI estime que l'homme était probablement Israel Keyes. Un autre élément confirme sa présence à Albany en mars 98. Le parking du magasin où la juriste a été abordée est situé sur Central Street, une des rues principales de la ville, en face d'un centre de recrutement de l'armée où quelques mois plus tard, Israel Keyes est venu s'enrôler. À 2 kilomètres du Stewart Shop où les $20 ont été retirés avec la carte de Susan Lyall. Parlons-en du retrait de $20. Israel Keyes, qui braquait aussi des banques et cambriolait des maisons, avait l'habitude des caméras de surveillance. Ça fait un peu penser à la personne qui a réussi à retirer l'argent du compte de Suzanne sans se faire repérer par la caméra. Et quand il a enlevé sa dernière victime, la pauvre Samantha Koenig, il l'a obligée à lui donner son code de carte bleue et pour vérifier qu'elle lui avait donné le bon, il est allé retirer $20. Les autorités ont tout étudié, tout fouillé, ses maisons, ses documents, ses véhicules, ses appareils électroniques et sur son historique internet, ils ont trouvé une liste de 44 personnes tuées ou disparues. Parmi elles, 2 de ses victimes avérées et le nom de Susan Lyall. Sans compter qu'il a affirmé aux enquêteurs avoir tué quelqu'un dans l'État de New York et qu'il l'aurait tué pour la première fois en 1998. Néanmoins, certaines des personnes de cette liste ont été tuées par d'autres que lui. C'est le problème avec Israel Keyes, il se déplaçait sans laisser de traces, ou si peu. Alors voilà, Susan Lyall n'a jamais été retrouvée. Grâce à la mobilisation et le courage de ses parents, une loi appelée la loi de Suzanne a été votée en 2000, obligeant les services de sécurité des universités de l'État de New York à prévenir les autorités lors de la disparition d'un ou d'une étudiante. Et jusque-là, les policiers devaient automatiquement transmettre le signalement des adolescents disparus âgés de moins de 17 ans au National Crime Information Center. Et grâce à eux, grâce à Marie et Doug, c'est passé à 21 ans. Le président George W. Bush signe le Protect Act en 2003,
un ensemble de lois, dont une nouvelle loi Suzanne, pour qu'elle soit appliquée dans l'ensemble du pays. Ce Protect Act a aussi permis de donner plus de moyens au Centre national des enfants disparus et exploités. Les parents de Suzanne ont aussi fondé le Centre de l'espoir pour sensibiliser aux disparitions et offrir des ressources aux familles de disparus. Vous l'avez compris, Marie et Doug ont consacré leur vie à chercher leur fille et à se battre pour les disparus et leurs familles. En plus d'être intelligente, une tête, comme on dit, Suzanne était sympa, foncièrement gentille. Elle n'avait jamais rien de mal à dire sur personne. Elle voulait que tout le monde soit heureux. Elle défendait les droits des homosexuels, ce qui était rarement le cas en 98. Elle aimait ses parents, son frère et sa sœur. Suzanne était une poète, elle était passionnée et persévérante. Elle adorait les animaux et elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je me demande quel métier elle aurait fait, quel genre de vie elle aurait eu si on ne la lui avait pas arrachée. Je vous avoue que cette affaire m'a bien retournée, sûrement la personnalité facile et attachante de Suzanne, plus le fait que personne n'ait payé pour son probable meurtre. Et puis dès que je pense à Keys et à ses pauvres victimes, ça me pèse sur l'estomac et pourtant il est bien accroché d'habitude. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne vous promets pas que la prochaine histoire sera plus joyeuse parce que ça ne sera pas le cas. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié que je traite cette affaire. Elle n'est pas très célèbre en France et je pense vous avoir dit tous les éléments à disposition du grand public aujourd'hui. Alors merci encore et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Disparu.